Retrouve les directs, les podcasts et la newsletter sur www.libradio.org. Qui sont-elles et qui sont-ils, ces insurgés auxquels l'on rend hommage dimanche prochain ? Varsovie, c'est une ville où il y avait, avant la Seconde Guerre mondiale, 30% de juifs dans la population de Varsovie, parce que la Pologne comptait environ 10%, un peu plus de 10% de juifs dans la population globale, mais dans les villes, il y avait 30 à 40%. Pour Varsovie, je crois que c'était un peu plus de 30%. Les nazis enferment les juifs très vite dans le ghetto, où il y a environ 400 000 personnes, et puis ils les déportent progressivement, et il y a, avec des conditions de vie qui sont abominables, des assassinats et des déportations. La déportation a lieu vers le camp de Treblinka, qui est proche, où une grande partie des juifs polonais ont été massacrés. Et au moment où l'insurrection du ghetto, le 19 avril, débute, il ne reste plus que 70 000 juifs dans le ghetto. Et depuis quelques mois, je crois que c'est en janvier 1943, s'est formée une organisation, l'organisation juive de combat, qui veut résister aux nazis et qui commence à s'armer, à trouver des pistolets, etc. Et le 19 avril, quand les nazis pénètrent dans le ghetto pour liquider véritablement le ghetto de Varsovie, là, la bataille commence. Sachant que la date n'est pas choisie au hasard par les nazis, il y a deux éléments. D'une part, c'est la Pâque juive. Ils font souvent ça au moment des fêtes juives. Et d'autre part, c'est le 19 avril, c'est la veille de l'anniversaire d'Hitler, et ils souhaitent offrir à Hitler une victoire rapide. Eux, ils n'envisagent pas du tout, ils pensent que les Juifs sont des gens qui résistent pas, qui vont être écrasés facilement, et ils envisagent qu'en quelques heures, ils vont liquider le ghetto de Varsovie. Mais la bataille durera presque un mois. Les insurgés, c'est quelques centaines de jeunes juifs, en fait, peut-être 750 d'après les chiffres les plus fiables, quelques centaines de jeunes juifs et juives, puisqu'il y a aussi les combattantes qui se sont organisées. Donc c'est une petite minorité, et il y a par ailleurs un autre groupe moins nombreux qui est une organisation liée à la droite sioniste. Donc il y a en fait deux groupes qui vont combattre les nazis. Mmh. Alors voilà, on va essayer justement de se rendre compte d'une certaine manière de l'état d'esprit qui pouvait habiter les personnes, les insurgés et les insurgés qui étaient présents dans le ghetto, avec cette citation qui est de Israël Chaim Wilner, dont le pseudonyme était Yurek, donc qui était un des soldats de l'organisation juive de combat, qui nous dit, je cite, « Nous ne voulons pas sauver notre vie, personne ne sortira vivant d'ici, nous voulons sauver la dignité humaine ». Fin de citation. Voilà, ça c'est un petit peu l'état d'esprit. Voudriez-vous, en quelques mots, nous en dire plus sur cet état d'esprit? On est dans un endroit, vous l'avez dit, on est passé de 450 000 personnes à 70 000, à 70 000 en l'espace de 2 ans et demi. Et on a des personnes qui vont décider de se soulever, alors que, bien entendu, que c'est un combat d'une certaine manière perdu d'avance militairement. Mais le combat, là, il se trouve ailleurs. Oui, la citation que vous avez faite est très significative, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'espoir de vaincre les nazis, mais c'est montrer quelque chose, montrer au monde que les Juifs se sont battus. Voilà, Mordechai Adiyevitz, qui était le commandant en chef de l'insurrection du ghetto, dit quelque part une formule qui dit à peu près nous battons pas pour éviter la mort, mais pour choisir notre mort. Et c'est un combat qui effectivement est considéré comme perdu d'avance, mais voilà, il faut le mener pour la dignité. Et voilà, c'est cette leçon-là du ghetto de Varsovie qui est très importante. Et d'ailleurs, lorsque le ghetto sera vaincu, le ghetto, les derniers combattants du ghetto de Varsovie, une partie des derniers combattants vont se suicider le 8 mai, et le 16 mai, la grande synagogue de Varsovie est détruite par les nazis. Dans ces jours-là, le représentant du Bund, Samuel Ziegenbaum, qui était représentant du Bund auprès du gouvernement polonais en exil, se suicide, et il écrit une lettre absolument
dramatique qui dit en gros que voilà le monde a une responsabilité dans la destruction du peuple juif polonais et il veut le montrer par son suicide. Hein, et donc c'est finalement ça, montrer au monde ce qui se passe. Oui. Alors voilà, on vous les avait cités, Mordechai Enielewitz, Mira Furchner par exemple également, étaient très jeunes. Ils avaient 23-24 ans et ils ont fini par renoncer à vivre pour terminer leur combat. Oui, enfin, de toute façon, ils sentaient bien que la vie était plus que précaire pour les Juifs du ghetto de Varsovie. Ils savaient qu'il y avait la déportation au bout, etc. Ils ont préféré ce combat. Et c'est un épisode assez tragique. Dans les derniers jours de combat, sentant que c'est perdu et qu'ils veulent pas tomber aux mains des nazis, une partie d'entre eux se suicide. C'est dans une des rues au 18 de la rue Mila du ghetto de Varsovie. Une partie d'entre eux se suicide, d'entre eux et d'entre elles. Se suicide et ça rejoint un épisode du combat des Juifs contre les Romains en 73 après Jésus-Christ, où dans ce combat les Juifs, une partie des Juifs de la citadelle de Masada se seraient suicidés. On n'en est pas certain. Il y a des petites discussions entre historiens là-dessus, mais ça fait partie, si vous voulez, de cette histoire, c'est-à-dire se suicider plutôt que tomber aux mains de l'ennemi. Et on retrouve ça lors des croisades. C'est un fait qui n'est pas toujours connu et qui est absolument jamais enseigné. Lors des croisades, il y a des massacres de Juifs notamment dans la vallée du Rhin, du côté de Cologne, etc. Sur le trajet des croisades, il y a des massacres de Juifs absolument épouvantables. Et beaucoup de Juifs, plutôt que de se convertir, se suicident. Donc c'est un peu cette tradition-là qui existe. Ouais. Et puis il y a un troisième personnage dont il faudrait peut-être parler, qui est assez emblématique, c'est Marek Edelman, parce qu'il y a un certain nombre de combattants qui ont réussi à s'enfuir, pas beaucoup, mais qui ont réussi à s'enfuir, et Marek Edelman, et cela, lui, était bundiste, c'était l'adjoint de Mordechai Enielewitz, et Marek Edelman a continué à vivre en Pologne après la guerre, et vous savez qu'en Pologne, après la guerre, il y a eu de nouvelles vagues d'antisémitisme, et en 68, sa famille est en partie partie en Israël, et lui c'était quelqu'un qui était resté tout à fait antisioniste, il était en désaccord avec la politique de l'État d'Israël, et il a voulu rester en Pologne. Il y a un texte qui dit il dit le peuple juif de Pologne a disparu, mais s'il n'en reste qu'un, je resterai là. Et il alors c'est quelqu'un qui a ensuite été à Solidarnosc en 80, donc il a rejoint le combat de Solidarnosc, il a même été brièvement emprisonné par le gouvernement polonais à un moment donné, donc c'est quelqu'un qui était médecin, cardiologue je crois, et qui est resté toute sa vie donc dans le combat progressiste. Et tous les ans d'ailleurs, il allait sur les lieux du ghetto et il diffusait l'hymne du Bund auquel il avait appartenu. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais vous voyez, vous répondez à mes questions avant que je ne les pose. Marek Edelman, c'était la question qui allait suivre. Effectivement, cardiologue qui est resté à Lodz et qui a continué de soigner les personnes, et notamment des dissidents dans la Pologne de Jaruzelski. Absolument. Ouais. Qui a écrit un livre d'ailleurs sur le ghetto de Varsovie. D'un personnage qui est mort il y a quelques années, je ne sais plus la date, mais il y a très peu de temps, il y a une dizaine d'années à peu près, 90 ans, et qui a voulu toujours rester, parce que c'est vrai qu'il y a aujourd'hui très très peu de juifs en Pologne, ce qui n'empêche pas d'ailleurs qu'il y a toujours de l'antisémitisme, c'est un problème. Revenons au ghetto de Varsovie. J'aurais voulu vous questionner sur les conditions de vie, les conditions de mort, le quotidien dans le ghetto, pour bien comprendre la situation qui avait cours, et notamment le rôle controversé des Judenrat, et notamment de Adam Tcherniakov, puisque lui aussi a fini par se suicider. Voilà, quel était-il ce rôle, et les Judenrat, était-ce un piège? C'était le rôle des Judenrat, c'est compliqué parce que c'est des gens qui ont essayé qui je crois
une certaine bonne foi, avait l'idée d'essayer d'éviter le pire, mais il n'évitait rien du tout, parce que au fur et à mesure, il devait de plus en plus livrer des Juifs pour éviter que tout le monde y passe, et finalement tout le monde y passait. Donc, et d'ailleurs, le suicide d'Adamant Tcherniakov est très révélateur de l'échec des Judenrat, qui ne pouvait pas être autrement, c'est-à-dire que bon, c'était les nazis qui contrôlaient tout, et voilà, il n'y avait pas d'accommodement possible, et c'est ce qu'ont voulu montrer je pense les combattants du ghetto de Varsovie, c'est qu'il n'y avait pas d'accommodement possible avec les nazis, hein, et que l'accommodement qui avait été tenté par les Judenrat était un accommodement tout à fait illusoire. Donc voilà, c'est ou Judenrat ou ghetto de Varsovie, ou insurrection du ghetto de Varsovie, hein, il n'y a pas d'accommodement possible. Après, sur le plan individuel, bon, je veux dire, de toute façon, ces gens-là, ils sont passés aussi, hein, donc voilà. Ouais. Ce qu'il faut peut-être dire, c'est que au quotidien, c'était une répression continuelle, des humiliations dans la rue, une lutte perpétuelle pour ne pas mourir, une lutte pour avoir des calories, donc des calories alimentaires. Ouais, voilà. Les gens étaient affamés. Hein. J'avais vu ça quelque part, je ne saurais plus la référence, mais que la ration moyenne dans le ghetto de Varsovie était autour de 300 calories. Ouais. Donc, savoir quand on est en dessous de 2000 calories, c'est les situations dans un certain nombre de pays du Sud, etc., hein, autour de 1500 calories, etc. 300 calories, c'est vraiment... Donc là, c'était une liquidation progressive, cette population qui progressivement va être étouffée par les nazis, hein, déportée progressivement. Il y a régulièrement des déportations, et puis qui progressivement, littéralement étouffée. Hein. On ressent une impression. Franchement, c'est un des rares films où j'ai failli sortir du cinéma tellement on ressent cette angoisse. Hein, bon, on n'est pas à la place des gens évidemment, mais on ressent cette angoisse qui devait peser sur le ghetto de Varsovie, hein, qui était absolument abominable. Hein, des humiliations, etc. Hein, bien sûr. Ouais. Et on raconte par ailleurs que justement lorsque les insurgés combattent, quand ils assaillent les troupes nazies, parfois ils le font même au cri justement de Treblinka et de lieux de déportation, quoi, dont ils avaient connaissance. Peut-on dire qu'il y avait tout de même une certaine porosité entre guillemets, ou en tout cas que des transferts ont pu avoir lieu, avec notamment des aides à l'extérieur. Voilà, dans la population polonaise environnante, y avait-il d'une certaine manière une forme de soutien ou pas du tout? C'est difficile à dire. Il y a eu un peu de soutien de la résistance polonaise, d'une partie de la résistance polonaise, pas non plus énorme. Hein, et bon, il n'y a pas eu non plus. Bon, de toute façon, c'était sans doute difficile d'avoir des manifestations de solidarité. Il y a des gens qui sont plus cachés, etc. Bien sûr, hein, comme c'est arrivé partout. C'est très difficile de dire. Vous savez qu'en Pologne, il y a un débat aujourd'hui. Depuis une vingtaine d'années, il y a un grand débat en Pologne sur l'attitude des Polonais par rapport à la Shoah. Bon, avec des choses ambivalentes, hein, et un historien Gross, hein, qui a fait plusieurs ouvrages, hein, sur un certain nombre de faits qui se sont passés en Pologne et qui sont des faits antisémites. Le pogrom de Génou-Amné, par exemple, je crois que c'est en 41, où les Polonais massacrent des Juifs, hein, sans que les nazis ne les y obligent. Donc, incontestablement, il y a eu aussi l'antisémitisme polonais traditionnel qui était quand même très très fort, qui s'est manifesté à ce moment-là. Et en plus, bon, on sait maintenant les pogroms d'après-guerre. Hein. Il y a eu, après la Seconde Guerre mondiale, quelques pogroms, hein, donc réalisés par des Polonais. Bon, ce qui est quand même... Il y a l'exemple le plus connu, en 1946, je crois, c'est le pogrom de Kiel, c'est en une petite ville polonaise, hein, où sur 18 000 juifs, je crois qu'il en restait 200 après la guerre, hein, donc ils avaient été quasiment tous liquidés, et il y a eu un pogrom, hein, qui a
a tué une cinquantaine de juifs et en a blessé aussi une cinquantaine. Donc la moitié des juifs survivants ont été touchés par ce pogrom. Donc voilà. Plus ensuite la vague antisémite de 68 qui était déclenchée par le pouvoir stalinien polonais. Donc ça fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui encore, une grande difficulté en Pologne à parler de ces questions-là. Donc c'est quelque chose qui pèse encore énormément. Alors il y a des gens très courageux, des historiens polonais qui se battent là-dessus, mais c'est pas facile du tout dans la Pologne actuelle, qui a connu une vague de réactions. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les questions de l'avortement, etc. Oui. Donc, cette vague réactionnaire, elle touche aussi évidemment cette question de la mémoire, qui est quelque chose de très important, parce qu'en Pologne, j'ai dit, c'était 10% de la population, mais dans une série de villes, c'était 30-40%. Donc comment dirais-je, la Pologne sans les Juifs, c'est autre chose, évidemment. Oui, absolument. Et la population juive de Pologne a été décimée à 90%. C'est considérable. J'ai une dernière question concernant l'intérieur du ghetto, le moment de la résistance. Mordechai Anielewicz parle d'une radio clandestine. Comment est-ce que les personnes s'informaient? Est-ce que les personnes étaient encore en capacité de rejoindre les résistantes et les résistants? Y avait-il des journaux muraux? Comment est-ce qu'on a un petit peu documenté ça, de ce que vous en savez? Est-ce qu'il reste des photos, des dessins, des esquisses? Il y a le témoignage de Marie Edelman, qu'il a envoyé plus tard. Il y a eu effectivement toute une série de choses que vous dites, des journaux muraux, etc. Et puis il y a eu quelque chose d'assez connu, c'est Emmanuel Ringelblum, qui était un historien et qui était dans le ghetto avec sa famille, qui a été plus tard assassiné en 1944, je crois, et qui avait rassemblé un certain nombre d'archives qu'il avait enterrées dans des bidons de lait et qui ont été découvertes. Tout ça a été découvert après la guerre. Il y a eu une publication, donc on a des éléments là-dessus montrant qu'il y avait effectivement toute une vie politique dans le ghetto de Varsovie. Il y avait ça, et l'organisation juive de combat a représenté un petit peu cette résistance, cette vie politique dans des conditions évidemment extrêmement difficiles. Ouais. Je ferai la lecture en aparté d'un message au moment où l'insurrection se déclenche, justement de l'organisation juive de combat, pour terminer cet entretien. Alors justement, on en arrive doucement à la fin. Je vous remercie déjà énormément, Robert Hirsch, d'avoir pris tout ce temps pour répondre à ces questions. Selon vous, la dernière question, pourquoi commémorer l'insurrection du ghetto de Varsovie? Pourquoi le faire maintenant? Pourquoi le faire aujourd'hui? Et pour nous, c'était évidemment une mémoire très, très fondamentale, et bon, c'est vrai que c'est une initiative qu'on prend. Pourquoi le faire aujourd'hui? Alors, c'est pas nous, depuis 1943, enfin 45 surtout, il y a des organisations juives de gauche qui commémorent cette insurrection du ghetto de Varsovie. Ça existe toujours. Il y a notamment l'Union des Juifs pour la résistance et l'entraide qui travaille avec nous dans le RARD. Bon, voilà. Mais ce qui nous semble qu'aujourd'hui, il y a un contexte qui est en France, un contexte, pas seulement en France, mais en France de manière importante, qui est la montée de l'extrême droite, la montée de l'antisémitisme et de tous les racismes. Et il nous semble que ce qu'ont vécu les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, ça fait partie du message qu'on doit porter contre cette remontée de l'intolérance, des racismes et du risque de victoire de l'extrême droite. Donc, je pense que commémorer le ghetto de Varsovie, c'est effectivement commémorer la résistance et la lutte contre cette intolérance, contre le racisme, contre l'antisémitisme, c'est-à-dire tout ce qui fait l'extrême droite et tout ce qui fait le danger de l'extrême droite. Et aujourd'hui, il y a une tendance à dire l'extrême droite de maintenant, c'est fini, tout ça, etc. Et nous considérons que, évidemment, les choses sont différentes, mais qu'il y a un rapport avec cette histoire-là, et l'extrême droite d'aujourd'hui, elle a un rapport avec
cette histoire-là. On le voit bien dans des pays comme la Hongrie, mais on le voit aussi en France. Et je pense que c'est ce message-là qu'il faut donner. Et puis le message de la lutte contre l'antisémitisme, c'est-à-dire que à quoi mène l'antisémitisme. Et donc le ghetto de Varsovie, c'est la lutte des combattants et combattantes du ghetto de Varsovie. C'est ce message de lutte qu'on veut faire passer, qui nous semble important aujourd'hui. Voilà, cette notion de lutte et de valeur transversale, hein, comme on l'a cité tout au long de cet entretien, Black Lives Matter. Et évidemment tout plein de personnes qui sont dans des situations de pression. Eh bien voilà, ce sont des valeurs d'antifascisme qui sont fondamentales et qu'il faut porter le plus fort possible et le plus haut possible. Alors l'hommage aux insurgés et aux insurgés du ghetto de Varsovie, c'est dimanche 18 avril à 14h, place de l'Hôtel de Ville à Paris. C'est le RAR qui l'organise. Le RAR, c'est le réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes. On trouve des informations sur la page Facebook RAR 2021, sur la page Instagram également. Donc il suffit de mettre RAR sur Instagram et puis également sur la page Twitter RAR 2021. Il faut également mentionner que le lundi 19 avril, le lendemain à 19h30, une conférence en ligne, donc tout le monde peut y assister à distance, avec l'historienne Audrey Kichelewski. Et là, vous allez parler de l'insurrection et ses mémoires. Je crois qu'on arrive au terme de cet entretien. Y aurait-il une question que je ne vous ai pas posée et à laquelle vous auriez souhaité répondre, Robert Hirsch? Je crois que c'était très complet et puis je vous remercie de nous avoir donné la parole et de nous avoir permis de diffuser nos idées sur cette question, parce qu'il nous semble que il y a là des questions très graves sur l'antisémitisme et tous les racismes, et on veut essayer de porter ça et aussi de faire que les divisions qui existent dans la gauche, notamment en France, soient dépassées et qu'on puisse tous et toutes célébrer les combattants et les combattantes du ghetto de Varsovie et dire que leur combat nous inspire toujours dans les combats contre l'intolérance. Merci beaucoup Robert Hirsch. On se rappelle, vous êtes un historien engagé, vous êtes également l'auteur de Sont-ils toujours des juifs allemands? La gauche radicale et les juifs depuis 1968, qui est paru aux éditions L'Arbre Bleu en 2017. Merci. Merci beaucoup. Libre Radio, www.libreradio.org. Le murmure des mots, le soubresaut de l'idée et le séisme de l'acte. www.libreradio.org